Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Je suis ravi d'être en votre compagnie. Nous sommes le lundi 18 juillet et voici les titres. Et de 3 victoires et 0 défaites, voici le palmarès du boxeur monégasque Hugo Mukalev depuis qu'il est passé en professionnel. Il a combattu samedi en Allemagne et s'est imposé facilement au point. Nous reviendrons avec lui sur ce face-à-face et ses ambitions. Les concerts d'été du Palais Princier ont débuté avec la première date hier au soir, un concert en lien avec les commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Les mariages sont-ils à la mode? En tout cas, une profession qui est à la mode, les wedding planners. Nous écouterons à ce sujet un organisateur de mariage. Ce lundi est la date du gala de la Croix-Rouge monégasque. Eh bien, sachez que ce samedi sera la traditionnelle soirée de Fightets Monaco à la Salle des Étoiles. La présentation d'un des lots de la tombola dans cette édition, une Fiat 500 électrique. Et enfin, nous vous proposerons toute cette semaine une série de reportages gastronomiques. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'unique établissement japonais étoilé de la Côte d'Azur, Yoshi, au bord de la piscine de l'hôtel Métropole. Mais comme je l'ai dit dans les titres, l'actualité sportive de ce week-end s'est déroulée en Allemagne avec le 3e combat pro du boxeur monégasque de 24 ans en super léger. 3 combats et 3 victoires. Hugo Mukalev était face à un gaucher italien et il est aujourd'hui face à nous. Hugo, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Je vous en prie. Déjà, félicitations pour le combat de ce week-end. À part peut-être donc dans les premières secondes, ça a été un combat à sens unique. Vous avez eu le dessus tout le long. Quelle est votre analyse ? L'unique problème était les quelques premières secondes. C'est vrai que mon adversaire était un adversaire rugueux, qui était vraiment venu pour gagner. Et c'est vrai qu'on a eu quelques échanges à la pesée. Notamment qui ont fait un petit peu monter la pression, et je pense que de son côté ça a enclenché un petit peu la marche avant, et les premières secondes du combat étaient pas compliquées mais rugueuses, donc j'ai dû m'adapter, je dirais même la première minute en fait, et je me suis adapté, et on a vu très vite une stratégie dans le coin dès la fin du premier round que j'ai appliqué du 2e au 6e et qui a fonctionné, puisque voilà, tous les rounds qui ont suivi ont été à sens unique, comme vous l'avez dit. Oui, la stratégie c'était quoi? C'était éviter le corps à corps parce que c'est un plus petit gabarit en taille et en allonge. Fallait éviter qu'il aille trop près de vous, c'est ça? Le problème, c'est que cette personne-là en particulier était encore plus compliquée à boxer à distance, car s'accrochait beaucoup. S'accrochait énormément, et donc en fait me laissait pas développer ma boxe. En fait la seule chose que cette personne cherchait, c'était pourrir le combat, pour le retourner à son avantage, me fatiguer et m'avoir avec un travail de sape. La stratégie était de le tenir à distance, compliqué, mais on a fait le job. Et d'ailleurs, à trop vouloir aller au corps à corps, il prend un avertissement pour coup de tête au 3e round, et vous l'envoyez au tapis au 4e avec un uppercut et un enchaînement gauche-droite. À ce moment-là, vous vous dites que c'est bon, le combat il est pour vous? Non, quand Mauro, mon adversaire, est tombé au sol, j'étais heureux, mais si vous voulez, on a l'habitude à l'entraînement, en sparring, ça arrive aussi. Donc j'étais prêt à continuer. D'ailleurs, je suis tout de suite allé dans le coin neutre, et j'ai regardé mon entraîneur, on a attendu les instructions. Il m'a donné quelques instructions rapidement, et il m'a dit surtout de me calmer et de ne pas y aller comme un fou. Ce que j'ai essayé de faire, malheureusement, j'étais tellement excité et je voulais tellement terminer le combat avant la limite, parce que c'était fatigant, que j'y suis allé à fond, et je me suis encore plus fatigué. Mais voilà, le problème était la fatigue, on n'a pas pu terminer le combat avant la limite, malheureusement. Oui, vous l'avez battu au point en 6 rounds. C'est votre 3e combat pro, 3 victoires. Là, on est dans la cour des grands, vous en avez conscience? Ouais, j'en ai conscience, et je suis le plus heureux du monde, vraiment. Je suis pas encore à mon objectif maximum, mais je suis quand même à un endroit où j'ai toujours voulu être, donc je suis ravi d'être là, et je profite de chaque seconde de mes combats, de mes entraînements, et même des interviews comme maintenant, pour vivre mon rêve. Ouais. Qu'est-ce que ça change d'ailleurs? Quelles sont les différences pour vous entre les combats que vous faisiez en amateur et maintenant en pro? Il y a énormément de différences, partant par les gants qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus compacts, et qui font beaucoup plus mal, mais vraiment c'est une différence écrasante. Je dirais que quand on prend un coup de poing avec des gants de 8 Oz professionnels, le KO peut en fait arriver à n'importe quel coup. Donc c'est pour ça que la défense a beaucoup plus d'importance aussi en professionnel. On fait aussi beaucoup plus de rounds. Évidemment, on n'a pas de t-shirt, donc c'est un peu plus tourné vers le show, je dirais.
on peut se couper beaucoup plus facilement, pas de casque. C'est un sport de combat, mais c'en est un autre. Pour moi, je boxe pas du tout comme je boxais en amateur et j'appréhende les combats totalement différemment en fait. Et vous avez un contrat de 5 ans là, avec le promoteur américain Bob Arum. C'est incroyable comme ça pour un jeune monégasque qui était boxeur amateur il y a pas si longtemps. C'est incroyable de l'extérieur. Je conçois que ce soit incroyable de l'extérieur. Moi, quand j'étais dans les rangs amateurs, et depuis que je suis tout petit, en fait, je l'imagine et je l'ai toujours dit à mon père que je le ferais. Après, c'est sûr que bon, c'est des paroles d'enfant, donc c'est toujours compliqué de les croire. Mais moi, j'ai toujours cru en tout cas. Ouais. Et quand j'ai été contacté par cette promotion, qui est la meilleure promotion du monde, Top Rank, j'ai été fou de joie, comme je l'ai déjà dit, mais en même temps, c'est comme si je l'avais déjà imaginé et vécu dans ma tête en fait. Donc j'étais super content. Vous avez travaillé pour. Comment va votre poignet? Parce que lors de votre deuxième combat en janvier dernier, vous étiez blessé. Ça n'a pas été compliqué là pour ce combat-là? Non, je me suis vite remis de ma blessure. En fait, c'était au 5e métacarpien, donc c'est vraiment sur la main. Finalement, c'est pas tant le poignet, mais ça a été compliqué les premiers mois. Mais on est vite revenu à l'entraînement. Je suis vite reparti aux Canaries. Dès que j'ai pu même envoyer le moindre petit coup très léger, je suis reparti aux Canaries m'entraîner. Et finalement, on a vite repris les sparring, les entraînements durs. Et j'ai plus aucune douleur maintenant. Je suis complètement rétabli de ma blessure. Et c'est une grande chance et j'en suis très reconnaissant. Ouais. Un mot sur votre encadrement. Alors là, on fait l'entretien sur Monaco, mais habituellement, vous vous entraînez aux Canaries, hein, c'est bien ça? Oui, à l'année, je suis aux Canaries et je me porte très bien là-bas. C'est là où je me sens le mieux pour m'entraîner. C'est là où je ne pense qu'à la boxe en réalité. Parce qu'ici, on a quand même beaucoup de distractions, même si je suis un boxeur et un garçon sérieux et j'ai jamais été distrait dans mon travail. Mais c'est vrai que on est quand même à Monaco et j'ai tous mes amis ici, j'ai ma famille. Quand je suis aux Canaries, au moins je suis tout seul et je ne pense qu'à une chose, c'est m'entraîner. J'ai même pas d'amis aux Canaries, j'ai pas cherché à m'en faire. Quelles sont vos perspectives de carrière? C'est un combat après l'autre ou vous avez un objectif final plus loin que ça? Non, on a vraiment un objectif en fait qui a été planté dès le début, dès qu'on a signé mon contrat avec Top Rank. En fait, on a planté le décor et on a dit qu'on voulait je veux être champion du monde d'ici 3 ans. Ça peut être moins comme ça peut être un petit peu plus. Mais oui, je veux être champion du monde et être le premier champion du monde monégasque. Ça serait incroyable pour Monaco et pour moi. En attendant, vous avez déjà une date ou un prochain combat en tête? Oui, on a prévu de boxer en septembre. Ça devrait se faire en septembre normalement, au même endroit en Allemagne, encore une fois. Ça peut être modifié, mais normalement ça devrait être en septembre en Allemagne, oui. En attendant, félicitations et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et toujours dans l'actualité sportive en foot, l'ASM affrontera le PSV Eindhoven au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions avec le match aller à domicile le 2 ou le 3 août. La date n'est pas encore arrêtée. Et en basket, ça bouge du côté de la Roca Team après Okobo et Jordan Lloyd. Un nouvel arrivé, l'ailier américain John Brown, un habitué de l'Euroleague puisqu'il a débuté la saison dernière à Kazan. Il est passé en cours de saison en Italie avec le club de Brescia. John Brown a signé pour 2 ans, sans oublier la prolongation pour 3 ans du pivot américain Dante Hall. Après une ciné-projection, le 9 juillet, le week-end qui vient de s'achever a été marqué dans la cour d'honneur du Palais Princier par le premier concert de l'été. Un concert en lien avec les commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Sandrine Nègre, Lionel Bernardi et Louis Borgia. Dans la cour d'honneur du Palais Princier, 2 illustres personnalités de la musique aujourd'hui, le pianiste Alexandre Kantorov et la chanteuse Marie-Nicole Lemieux. Tous deux ici pour rendre hommage au prince savant, explorateur et humaniste, le prince Albert Ier. Dans cette cour d'honneur, sous le regard du prince Albert II, les musiciens de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo ont instantanément séduit le public. C'est un lieu un peu magique quand même, en fait, au-delà de simplement l'idée d'être en plein air, c'est un lieu chargé, d'histoire, c'est un lieu qui est beau esthétiquement, donc de faire de la musique dans ce genre d'endroit, forcément c'est une expérience un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire et ça nous donne aussi des ondes différentes. Donc en fait, en général, les concerts sont assez spéciaux et on s'en souvient beaucoup parce qu'on est
dans notre tête, on fait quelque chose de différent. Au programme notamment 2 œuvres créées spécialement par Massenet et Saint-Saëns pour l'inauguration du musée océanographique en 1910, mais aussi un concerto pour piano et les mélodies persanes, opus 26. C'est bien d'avoir des formats de concerts différents, c'est très bien d'avoir une idée qui est d'abord autour d'un programme, parce que là, l'idée de faire se dérouler Massenet, Saint-Saëns avec des œuvres peu connues, c'est, je pense, d'abord la volonté de présenter de la musique, et ensuite, justement, selon la formation, on ramène les personnes qu'il faut. Et en fait, non, moi j'aime beaucoup, au contraire. Puis on a rarement l'occasion de partager des moments de musique avec d'autres solistes qui sont toujours en train de voyager, de jouer, et on fait que se croiser à l'aéroport, et ben là on peut se croiser enfin sur scène. Donc. D'autres concerts auront lieu dans le cadre prestigieux de la cour d'honneur du Palais Princier, comme celui du 24 juillet prochain. On reste dans le domaine culturel. En bref, le sociétaire de la Comédie Française Guillaume Gallienne a clos le Festival international d'orgue de Monaco ce dimanche avec un concert lecture à la cathédrale intitulé « L'orgue du Titan » d'après un conte de George Sand. Une profession à la mode, si l'on fait exception de la crise sanitaire, c'est le wedding planner, autrement dit l'organisateur de mariages. Le mariage fait-il toujours rêver? Quelles sont les dernières tendances? Patricia Navarro, qui est assez fleur bleue, s'est entretenue avec le directeur de Just Unlimited. On les écoute. Bonsoir Jean-Christophe Goethals. Bonsoir Patricia. Le métier de wedding planner a-t-il toujours le vent en poupe? Parce qu'il a vraiment émergé après 2010? Il a vraiment émergé après 2010 et il a été très compliqué pendant les 2 dernières années avec le Covid, évidemment, comme vous vous en doutez. Mais oui, c'est un métier qui est vraiment en poupe en termes de tout ce qui est organisation de mariage et d'événements. En ce moment, on a beaucoup de chance d'avoir une reprise très intense. Les réseaux sociaux jouent-ils un rôle majeur en la matière? Car les couples cherchent toujours le décor parfait, l'idée parfaite, l'instagrammable, comme on a coutume de dire maintenant. C'est un petit coup de pouce, ces réseaux sociaux? C'est même un énorme coup de pouce parce qu'il y a énormément de couples qui s'inspirent de différents mariages, de personnes qu'ils connaissent ou qui ne connaissent pas spécialement, parce qu'à travers les réseaux sociaux, ils peuvent rechercher des décors qui ressemblent à ce qu'ils souhaitent. Et bien souvent, on a recours à ce qu'on appelle des mood boards, ce qui va nous donner une inspiration de la tendance qu'ils souhaitent donner à leur événement ou à leur mariage. Alors, vous nous l'avez dit, la reprise est là. Est-ce qu'en cet été 2022, vous devez faire face à une très forte demande presque qui vous submerge en raison peut-être de reports dus aux 2 années Covid? Il y a des reports, certes, il y a des nouvelles demandes. Après, il faut essayer toujours de trouver la place dans les agendas parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se bousculent et il faut qu'on arrive à aligner les lieux, les prestataires, les dates de disponibilité des mariés, des invités, etc. Donc, c'est un bon casse-tête. Donc voilà, on apprend à jongler avec tout ça et on essaye de trouver les dates qui correspondent à tout le monde. Alors, j'ai lu que certains maintenant, et hors tradition religieuse, se mariaient même les jours de semaine. Hein. On abandonne le samedi pour être sûr de trouver le bon jour et les disponibilités. Comme tous les plannings se remplissent de manière assez conséquente, et on revient à une anticipation maximale pour essayer d'avoir le lieu le week-end, parce que, comme vous vous en doutez, c'est plus facile de regrouper ses familles, ses amis, lorsque les personnes voyagent, de le faire en week-end plutôt que la semaine. Il y a aussi un deuxième point sur les jours de la semaine, c'est que parfois, c'est moins cher de réserver des endroits la semaine plutôt que le week-end. Et de quelle manière la demande a-t-elle évolué en matière de mariage? Qu'attendent de vous les couples qui viennent vous voir? Les couples qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont envie de confier les rênes de leur événement ou de leur mariage à quelqu'un qui va s'occuper de tout pour eux. S'il y a bien un week-end dans votre vie où vous pouvez profiter et être, entre guillemets, vos propres invités à votre événement ou à votre mariage, eh bien, il faut le faire. Et donc, on dessine ensemble les grandes tendances, les lignes que les clients souhaitent. Et après ça, on va travailler avec eux en amont pendant toute la période qui précède le mariage pour avoir dans nos mains exactement ce qu'ils souhaitent. Et alors justement,
Quel est votre conseil lorsque l'on décide de se marier? Il faut préparer un mariage combien de temps à l'avance? On va dire qu'avant Covid, en général, moi, je préconisais entre 10 et 12 mois. Parce que forcément, les mariages qu'on organise sont des mariages d'une certaine ampleur avec un certain nombre de personnes. On a des clients qui ont déjà réservé leur mariage, c'était en mars 2022 pour l'été 2023. Donc, j'ai envie de dire au plus tôt au mieux, parce qu'au plus tôt vous allez vous y prendre, au plus large seront vos possibilités. Et le décor naturel joue-t-il beaucoup dans les demandes? Est-ce que c'est le premier critère? Certains sont mer, d'autres campagne, montagne. Le décor naturel, oui, joue énormément, mais je remarque de la part en tout cas de notre clientèle, qu'il y a vraiment une tendance sur le naturel. Donc, on est sur de la table en bois avec de la fleur relativement sauvage, de la pampa, des choses qui soient peut-être un petit peu différentes de ce qu'on voyait avant. On est moins dans le classique traditionnel fleur blanche uniquement. On va agrémenter toutes ces décos-là avec des éléments plus naturels, du vert, du bois, un petit peu de blanc, un petit peu de lavande en fonction des saisons, de l'eucalyptus. Et donc, on va vraiment être sur cette tendance-là. Oui, c'est une simplicité raffinée. Nous nous trouvons dans une région extraordinaire, il faut bien le dire, et tout à fait propice à l'organisation de mariage, j'imagine. Déjà, on a cette grande chance d'avoir un climat qui nous permet très régulièrement de faire des mariages dehors avec l'ensoleillement qu'on connaît sur Monaco et la Côte d'Azur. Et puis la mer. Il y a énormément de personnes qui souhaitent venir se marier à Monaco sur la Côte d'Azur parce que il y a un décor naturel qui est juste extraordinaire et une météo super clémente. Et pour conclure, est-ce que vous avez eu parfois des demandes tout à fait hors normes et auxquelles peut-être vous n'avez pas pu répondre d'ailleurs parce qu'elles étaient trop originales? On va dire que les demandes auxquelles on a du mal à répondre pour l'instant, c'est les demandes vraiment de last minute, parce que nous n'avons pas spécialement les prestataires qui peuvent nous suivre. Si on s'engage à délivrer quelque chose qui soit hors norme, il faut être sûr de pouvoir le faire. Eh bien, on vous souhaite un été bien chargé. Merci beaucoup, Jean-Christophe Goethals, d'avoir répondu à nos questions autour de votre activité de wedding planner. Merci beaucoup, Patricia, pour cette invitation. Je vous souhaite également un bel été et à très bientôt. Tout comme pour le bac, les élèves qui ont obtenu le brevet avec la mention très bien ont été félicités ce lundi en fin d'après-midi au lycée Albert Ier. Ils sont au nombre de 131 à avoir obtenu la mention très bien. Pour rappel, le taux de réussite pour le brevet, que ce soit au collège Charles III ou FANB, est de 99,75%. Nous vous parlons régulièrement des actions menées par Fighteds Monaco. L'association est à pied d'œuvre pour préparer sa grande soirée annuelle, Salle des Étoiles, samedi. D'ailleurs, à ce sujet, un véhicule est exposé à Monte-Carlo. Lequel et pourquoi? Élément de réponse avec Sandrine Nègre et Orazio Gacino. Elle est située au cœur de l'allée Princesse Charlène, à 2 pas de la place du Casino. Cette Fiat 500 électrique illustre le soutien sur lequel peut compter l'association Fighteds Monaco, présidée par son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie. Un véhicule phare à Monaco, que vous pouvez trouver un petit peu partout dans les rues de Monaco, puisque c'est un véhicule idéal pour cette ville, idéal pour la principauté. L'idéal dans les voitures, comme vous le savez, et notamment dans cette voiture, c'est de la voir, de rentrer dedans, de l'essayer éventuellement. En tout cas, nous sommes à disposition pour justement vous montrer ce véhicule plus en détail. Et si cette voiture est exposée ici depuis le 1er juillet, la date n'est pas le fruit du hasard. L'idée est de vous permettre de participer à la grande tombola du gala Fighteds Monaco. Il a lieu le samedi 23 juillet au Sporting, comme chaque année. Et donc il y aura pour Fighteds Monaco une tombola d'organiser avec, comme chaque année, de grandes maisons, dont bien entendu Cartier comme fidèlement, le groupe Second avec la Fiat 500, d'autres que je pourrais citer comme Repossi, Piaget, Louboutin, enfin nous avons plus d'une quinzaine de lots et tous plus beaux les uns que les autres. Le gala d'été est notre principal événement maintenant de collecte de fonds et qui nous permet de financer à la fois des actions sur Monaco pour les personnes vivant avec le VIH que nous accompagnons et bien entendu financer la maison de vie à Carpentras où nous accueillons aussi des personnes vivant avec le VIH. Le premier lot de la tombola est donc cette Fiat 500 offerte par le groupe Second Automobile. Vous pourrez tenter votre chance en ligne jusqu'au 20 ou en scannant tout simplement ce QR code.
Et la soirée Fighteds Monaco, ce samedi, salle des étoiles, avec en plus de cette tombola, le concert hommage au groupe Queen, avec Queen Machine Symphonique. Nous allons vous proposer toute cette semaine une série de reportages gastronomiques. Coup de projecteur pour commencer sur l'unique établissement japonais étoilé de la Côte d'Azur. Yoshi prend ses quartiers d'été au bord de la piscine de l'hôtel Métropole. Vanessa Dessy, Olivier Bonello étaient sur place. Depuis le 17 juin dernier, durant les soirées, Yoshi prend place au bord de la piscine, à l'espace Odyssée de l'hôtel Métropole. Le chef Yamazaki dirige cette cuisine. Ce dernier entame sa 14e année aux côtés du chef Cusack. Il a une très grande autonomie. Je ne vais pas me permettre de lui montrer comment on fait une cuisine japonaise. Mais il me consulte, on goûte les plats, on les valide, voilà, et c'est un travail d'équipe. Il a une culture de cuisine japonaise, donc par sa naissance et de ça, mais il a également une culture de la cuisine européenne, occidentale. Donc ça lui permet d'adapter les plats japonais à un goût de chez nous. Avec une élégance des plats dans un décor intimiste, il s'agit d'un véritable voyage sensoriel. Cette cuisine au parfum subtil lui a valu son étoile. La clientèle toujours plus exigeante se voit proposer une sélection de sushis, bouchées délicates aux divers poissons servis avec du soja, des lamelles de gingembre rose et du wasabi. Algues kombu aromatisées d'herbes ou encore boulettes de crevettes, tous les produits rivalisent de fraîcheur. Les produits sont proches, il y a la mer, il y a beaucoup de poissons évidemment dans la cuisine japonaise, sur les nigiri ou d'autres recettes. Au jour le jour, c'est pour ça qu'on est fermé le dimanche lundi parce qu'il n'y a pas de pêche ces jours-là, pour reprendre le mardi avec une belle pêche. Les produits sont régionaux. La terrasse du restaurant Yoshi restera ouverte jusqu'à la fin septembre. Suite de notre série culinaire avec la présentation demain du restaurant Canois qui s'est exporté et a ouvert à Monaco, la Môme. Avant de refermer cette édition, on retrouve Alexandra Pani pour les prévisions météo. Bonsoir Alexandra, que nous réserve ce mardi ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Vous l'avez remarqué déjà aujourd'hui, cette semaine est en rouge en termes de température. De fortes chaleurs sont attendues ce mardi. 25 degrés d'annoncés dès le lever du jour et 33 degrés tout au long de la journée. Un ciel dégagé sans nuages est prévu. Il est donc important de rappeler d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée, de bien ventiler les pièces et surtout de boire beaucoup d'eau. Du côté des plages, l'eau est à 27 degrés. Et avant de vous quitter, je vous rappelle que demain nous fêterons les Arsènes. Merci Alexandra pour ces conseils. Allons nous rafraîchir justement avec les photos de fin de journal consacrées au camp d'été, au yacht club où les enfants apprennent dans la bonne humeur à naviguer. Ce sera l'objet d'un reportage dans l'édition de mardi 19h. Ce journal est terminé, on se retrouve demain, même heure. En attendant, passez une excellente soirée. Au revoir.